Heureux de vous savoir très nombreux à l'écoute de la 102.7 FM. Bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury. C'est à travers cette émission que nous vous informons, que nous permettons à nos invités, qui ne sont que des journalistes, d'exprimer leur point de vue et de faire des analyses autour des sujets et d'actualité. C'est donc tous les jours de lundi à vendredi de 10h à 11h sur la 102.7 FM. Émission reprise à Palimé via radio VGK, à Aner via Radio Lumière, à suivre également sur le web via le www.ebenradio.com pour l'audio et en visuel sur le www.togovision.com. Au micro pour l'animation de cette émission, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego. Technique et mise en onde ce matin pour la radio, Malix Magloire est derrière, donc en train de manier les touches de la table et de tous les composants donc qui permettent à la radio de vous livrer cette émission. Également, Émilie derrière la caméra pour le compte de Togo Vision, sans oublier les équipes respectives au niveau de radio VGK, de la Radio Lumière et de Eben Radio. L'actualité, elle est relative ce matin à la question des réformes, toujours les réformes. Nous allons également aborder la grève de la synergie des travailleurs du Togo, 24 heures de grève donc pour ce 15 janvier 2015. Et nous allons, si le temps nous le permet, aborder le volet relatif à la baisse des prix des produits pétroliers à la pompe avec le maintien de la grève de la plateforme Action contre la vie chère, 72 heures de grève là aussi. Voilà tout ce qui meuble le débat aujourd'hui. Au micro pour l'animation, je vous l'ai dit, c'est tout simplement votre humble serviteur Rodrigue Aego. Bien de choses à vous toutes et à vous tous qui nous suivez. Nous n'oublions pas les Togolais de la diaspora, tous ceux qui nous suivent de par le monde, tous ceux qui nous suivent au pays, dans les différentes régions couvertes par les radios KNTB et partenaires. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Une petite pause musicale, on revient avec nos invités. Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio KNTV. Je profite aussi de l'occasion pour leur souhaiter une bonne année 2015, puisque c'est aujourd'hui que nous nous retrouvons sur ce plateau encore pour le compte de cette année nouvelle. Bonne année à tout le monde. Et voilà notre second invité, il s'appelle tout simplement Carlos Komlavi Ketou, il est le directeur de publication du journal indépendant Express et il sera des nôtres incessamment. Je vous rappelle à vous, auditeurs et auditrices, qu'il y a deux numéros sur lesquels vous pouvez nous envoyer vos commentaires 91 05 80 80 97 25 86 86. Avec notre premier invité, nous allons en tout cas profiter de l'occasion pour informer nos auditeurs qu'à partir peut-être de la semaine prochaine, si tout va bien, l'émission revient avec une nouvelle bande-annonce, des jingles qui annoncent des rubriques et nous aurons droit à quelques rubriques, notamment la une des journaux, le regard des journalistes sur la une des journaux, le coin des auditeurs qui vous permet à vous auditeurs d'envoyer des SMS sur ces deux numéros 91 05 80 80 97 25 86 86 pour commenter aussi l'actualité et vous pouvez également contribuer à travers des suggestions ou des propositions pour nous permettre d'améliorer l'émission. Vous avez également l'autre rubrique qui concerne ce qu'ils en pensent et c'est là que nous allons donner la parole ou que nous donnons la parole aux autres leaders d'opinion, autres que les journalistes, donc les leaders de partis politiques, les responsables syndicaux, pour également se prononcer sur l'actualité relevant de leurs compétences. Et le grand débat pour finir, donc, en studio ici avec deux invités, un débat contradictoire, sans passion. Voilà donc les rubriques que nous vous proposons en cette année 2015. Et si tout va bien, à partir de lundi, vous les aurez en intégralité. Ceci étant, rapidement, nous venons avec notre invité Ibrahim Acha qui est avec nous pour commenter un tout petit peu la baisse ou la seconde baisse des prix des produits pétroliers à la pompe à quelques heures donc de l'entrée en vigueur des grèves de 72 heures lancées par la plateforme Action contre la vie chère. Mais malgré cette baisse effectuée par le gouvernement, la plateforme a maintenu sa grève. Oui, il faut saluer les efforts fournis, consentis au niveau du ministère du Commerce, parce que nous avons eu à l'interpeller à plusieurs reprises sur la communication. Tout à fait. Nous avons aussi dit que la baisse qui a été faite tout récemment était une baisse qui n'était pas de nature à rassurer les consommateurs. C'est-à-dire que nous qui achetons les produits pétroliers, nous n'étions pas convaincus par la baisse qui a été faite. Ça a été une baisse pas très, disons,
c'est pas à la hauteur de ce que les gens attendaient, puisque le baril est toujours va décrescendo, donc il faut quand même qu'il y ait une baisse substantielle sur les produits pétroliers. Donc ce qui avait été fait, nous nous sommes dit que non, ce n'était pas encore suffisant, il fallait qu'on aille encore vers le bas, c'est-à-dire en matière de prix des produits pétroliers, et c'est ce qui s'est passé actuellement encore. Il y a eu une deuxième baisse et nous osons croire que dans les jours à venir il y aura une troisième baisse, puisque le baril est toujours flottant entre 47 et 50 dollars. Donc il faudrait quand même qu'on aille très 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 bas. Au Bénin, ils sont à 475, si je ne m'abuse pas, le litre. Bon, au Togo aussi, je pense qu'on peut revenir jusqu'à 500. En tout cas, il faut noter que depuis mardi, l'essence super simple est passé à 580 francs à la pompe, le pétrole en à 490, le gasoil à 630 francs le litre, mélange de temps 676 francs, gaz butane, la bouteille de 12,5 kg est à 6500 et la bouteille de 6 kg est à 3120. Voilà donc les nouveaux prix à la pompe depuis mardi. Mais quel commentaire vous faites du maintien de la grève de 72 heures de la plateforme Action contre la vie chère, parce qu'ils disent que ce n'est pas avec la pression que le gouvernement devait être appelé à opérer cette baisse? Non, nous avons dit que lorsque nous tous, presque à l'unanimité, nous avons interpellé Madame la ministre du Commerce pour que le gouvernement voit dans quel sens aller vers une baisse substantielle des produits pétroliers. Et il y a eu un mouvement d'ensemble au niveau du ministère. Les techniciens sont rentrés en transe, comme vous le savez, ils ont l'habitude de faire les gymnastiques possibles, faire des prévisions, voir éventuellement si on peut aller à la baisse. C'est ce qui a été remarqué. Et il y a eu une baisse, mais comme cela ne satisfait pas encore, et les gens ne sont pas toujours satisfaits de ces baisses, et je me dis qu'on entend toujours, on voudrait quand même qu'il y ait quand même une baisse au niveau de ces produits pétroliers. C'est ce qui fait que les gens ne sont pas encore satisfaits. Donc si les syndicats, comme vous venez de le dire, ou bien les associations de consommateurs affichent encore leur mécontentement par rapport à ces prix, c'est à raison, puisque quand vous fouillez, il vous est dit entre-temps que maintenant, à l'heure du numérique, on ne peut plus cacher quoi que ce soit au peuple. Et quand vous tapez sur Google, vous avez tout de suite le prix du baril et les gens savent à quelques exceptions près ce qui se passe dans le monde. Chacun sait à combien le litre se vend à Abidjan, à combien le litre se vend au Bénin. Et au Ghana à côté, nous sommes des voisins au Ghana, au Burkina, au Bénin, et les gens font les transactions, les gens savent ce qui se passe sous d'autres cieux. Donc si au Togo, on maintient les prix et les prix sont exorbitants, il va de soi que les gens manifestent et les gens réclament que les prix soient revus à la baisse. Que les prix soient revus à la baisse. Nous vous l'avons annoncé, il est avec nous, Carlos Ketou, directeur de publication du journal indépendant Express. Bonjour Carlos et tous nos meilleurs vœux. Merci, bonjour Rodrigue, bonjour également à tous les auditeurs, meilleurs vœux de nouvelle année 2015. Et voilà, vous êtes arrivé accompagné de la une tant convoitée de Charlie Hebdo. Un commentaire? Oui, c'est la une du journal indépendant Express qui a été présentée un peu sous la forme de Charlie Hebdo, parce que en fait c'est pour rendre hommage à nos confrères qui sont tombés sous les balles de terroristes alors qu'ils étaient dans l'exercice de leur profession. C'est une émotion, une grande émotion pour nous au niveau de notre rédaction, parce que cela illustre un peu la difficulté et la délicatesse dans laquelle la presse exerce, la presse privée, que ce soit caricaturale, que ce soit politique, que ce soit économique. Et nous profitons pour attirer l'attention des dirigeants du monde entier et de tous ceux qui pensent que la presse constitue un ennemi à abattre, que tout cela puisse avoir une pensée positive vis-à-vis de la presse qui joue beaucoup plus un rôle positif. Donc les confrères sont tombés sous des balles meurtrières de terroristes et nous avons le devoir, en tant que journalistes, de leur rendre hommage. C'est pourquoi, à la une de notre journal, nous avons présenté Charlie Hebdo avec certaines unes, caricatures, des numéros précédents de ce journal. Et également, nous avons eu à passer dans notre parution des témoignages émouvants de la prise
du restaurant Cacher et du supermarché Cacher à Vincennes, et également de la traque des 2 terroristes par la gendarmerie et la police française. En tout cas, c'est au prix de 250 francs et vous n'avez qu'à vous rendre dans les kiosques pour vivre un témoignage émouvant, 4 heures avec le terroriste Mehdi Koulibaly. Et le journal s'est intéressé également à la question des réformes. Nous allons en parler tout à l'heure, mais il y a en chronique, même le prophète Mahomet est Charlie. Oui, dans cette chronique, nous avons eu à présenter le fait que, en fait, fondamentalement, quand vous parcourez le Coran, qui est le livre de référence de la religion islamique, il n'est pas dit, il n'est dit nulle part dans le Coran qu'il faille assassiner des gens, qu'il faille défendre ou venger le prophète. Donc, si aujourd'hui tout le monde condamne de façon unanime la tuerie organisée par le mouvement terroriste au nom du djihad, au nom d'une certaine religion musulmane, mais c'est que même les pays musulmans, des grands dirigeants musulmans ont eu à condamner cette forfaiture, cet attentat contre la presse française et contre la presse mondiale. C'est que Mahomet même n'a pas demandé qu'on assassine des gens en son nom, qu'on venge son nom. Et dans cet éditorial, dans cette chronique, nous avons eu à dire que Mahomet, s'il était vivant, il dirait que lui-même il est Charlie et qu'il n'a pas demandé d'assassiner les gens en son nom. Donc cela interpelle aujourd'hui toutes les communautés, et heureusement il n'y a pas eu d'amalgame au niveau du traitement de cette information sur le plan mondial, sur le plan français d'abord, sur le plan mondial, parce que le président Hollande, le premier ministre Valls et tous les acteurs politiques ont eu à départir cette violence religieuse de l'islam, qui est une religion naturellement de tolérance. Donc on n'a pas eu à indexer les musulmans pour dire que voilà, c'est votre religion, c'est vous qui vous êtes engagés dans cette escalade meurtrière contre la presse, mais c'est plutôt un groupe d'individus malades qui s'engagent à mettre en péril la stabilité au niveau mondial et à maintenant à saboter les objectifs ou les idéaux nobles qu'incarne une religion et qui s'appelle l'islam. Et voilà, comme on le dit, il faut quand même le rappeler que la nouvelle une de Charlie Hebdo qui est sorti est objet de sujet à critique, à polémique sur les antennes depuis hier. À la une de ce journal, Ibrahim, on retrouve en caricature le prophète Mahomet avec un goût de larmes aux yeux et qui dit « Je suis Charlie ». C'est encore une fois de la provocation à l'endroit de l'islam. Et vous savez que nous les musulmans, nous sommes très intransigeants par rapport à nos symboles. Nous n'aimons pas qu'on attaque nos symboles. Ça dépend de chaque religion. Si certains sont laxistes par rapport à leurs symboles, ça fait leur problème. Mais en islam, les musulmans sont très rigoureux. C'est pour cela que vous allez voir que vous ne verrez aucun musulman s'approcher du Coran sans faire l'ablution. C'est sacré. Et donc tout ce qui est sacré est respecté en islam. Et c'est encore une fois de la provocation. Mais quand nous revenons à ce qui s'est passé, M. Carlos venait de le dire, à la rédaction de Charlie Hebdo, ça a été un acte de barbarie. Les musulmans sont des gens pacifiques. Les musulmans, l'islam nous enseigne la tolérance. L'islam nous enseigne l'acceptation de l'autre. Et la djihad, à l'heure actuelle, ce n'est pas ce que les gens conçoivent. Ce n'est pas les attentats, ce n'est pas du terrorisme. La djihad, c'est le bon comportement. La djihad, c'est la tolérance avec son ami. La djihad, c'est incarner les valeurs qui puissent amener l'homme à s'intéresser à l'islam. Quand vous êtes barbare, je ne suis pas sûr que les gens vont aimer l'islam. Donc c'est pour cela que nous disons que tout musulman qui va dans le sens de la barbarie, du terrorisme, n'est pas un musulman. Il est en train de desservir l'islam. Mais en revanche, nous n'aimons pas quand même qu'on provoque aussi, qu'on attaque au symbole de l'islam. Ça, je le dis que les musulmans sont intransigeants. Vous allez voir qu'au Sénégal, Macky Sall a interdit mais ça ne donne pas quand même le droit de porter atteinte à la vie des individus. Non, c'est ce que nous déplorons. Nous disons que ça, ce n'est pas l'islam. Tous ceux qui ont commis ces actes de barbarie ne sont pas des musulmans. Vous allez voir qu'au Sénégal,
le nouveau numéro de Charlie Hebdo est interdit de vente. C'est l'État sénégalais qui a pris cette disposition. Parce qu'on a attaqué un symbole de l'islam. On a attaqué, si j'ose le dire, le cœur de l'islam. Le prophète est un saint prophète. Les musulmans ne badinent pas avec la renommée de ce prophète. Je vais vous faire une confidence. Il fut, entre-temps, c'était en France, excusez-moi et épargnez-moi de vous donner le nom de ce cinéma, on a projeté un film où Jésus était tourné en dérision. C'était les musulmans qui s'étaient vengés. Parce que Jésus est un saint prophète de l'islam. Nous le respectons aussi. Donc, que ce soit une caricature sur Jésus, les musulmans vont réagir de la même manière. Comme ils ont réagi par rapport à ce qui a été fait. Tout en retenant que c'est une mauvaise manière. Tout en retenant que leur réaction n'est pas de la barbarie, mais une condamnation ferme. Nous n'aimons pas qu'on attaque le symbole de l'islam. Nous n'aimons pas qu'on attaque le cœur de l'islam. Et sachez aussi que dans la religion musulmane, les attaques, les barbaries et autres sont condamnées par nos oulémas. Ceux qui se disent des extrémistes, qui veulent défendre le prophète, eux, ils le font, et sans rendre compte qu'ils sont en train de créer des précédents, ils sont en train de desservir l'islam. Ce n'est pas ce que le prophète a dit. Même ton pire ennemi, quand il commet des agressions sur toi, l'islam voudrait que tu l'appelles, que vous asseyez, que vous fassiez la paix. Là, vous avez beaucoup plus de bénédictions que si tu allais tuer cette personne. Parce que la riposte doit être proportionnelle à la provocation. Il y a eu une caricature. Si un musulman se lève, il fait une autre caricature pour les blasphémer et pour blasphémer les Charlie Hebdo, ça c'est autre chose. Mais aller jusqu'à tuer les gens, ça c'est de la barbarie. L'islam n'aime pas ça. Donc nous voulons dire, moi qui suis ici, j'ai dit au départ que je suis Charlie, mais je ne cautionne pas les actes blasphématoires, ni les provocations, les droits de l'islam. C'est ce qui a fait que vous allez voir que en France, si on permet des gens, si on interdit aux gens en France d'attaquer des symboles juifs, mais pourquoi ne pas interdire aussi des gens de provoquer aussi une communauté et qui va à près de 1,5 milliard de personnes dans le monde. Dieudonné, l'humoriste français, a dit: je suis Charlie, je suis Koulibaly. Mais vous voyez ce que ça l'a valu. Il est traîné devant les tribunaux. Mais les gens sont allés jusqu'à attaquer un symbole de l'islam. Ils sont laissés libres. Donc il faut quand même notre liberté d'expression. Nous avons M. Carlos ici qui est un défenseur des droits de l'homme. Il sait que quand on exerce, quand on est un défenseur, quand on est un journaliste et que nous sommes dans notre métier de liberté d'expression, il y a des limites à ne pas franchir. Voilà, Carlos, vous avez suivi tout à l'heure la réaction venant de Ibrahim Atia, un musulman. Il a dit qu'il n'est pas concevable qu'on s'attaque au symbole de l'islam. Il n'est pas concevable non plus qu'on s'attaque au symbole du christianisme, parce qu'il a parlé de Jésus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la nouvelle une de Charlie Hebdo, on doit lire la caricature comme étant encore une provocation? Non, Molière disait: je ne suis ni athénien ni grec, mais je suis un citoyen du monde. Ça veut dire que moi, quand je m'engage dans ma profession de journaliste, je mets des parties de mes convictions religieuses. Et je crie, je pense en fonction de la liberté d'expression. Et je pense qu'en matière de journalisme, il n'y a pas de limite à l'automatisme. C'est-à-dire que limite dans quel sens? Peut-être on peut voir un côté moral, la vie privée. Un côté moral. Non, il y a la vie privée, ça aussi c'est un autre concept sur lequel on ne va pas revenir, parce que là également aujourd'hui le journalisme s'est développé, a connu des mutations vraiment extraordinaires avec les réseaux sociaux, et il n'y a plus de choses qu'on dit. Si ce que quelqu'un fait dans sa vie privée, si cela ne s'écrit pas dans un journal, ça va être sur un réseau social comme sur Facebook, sur Twitter, sur les autres. Donc on n'a pas besoin de dire qu'on est en train de faire quelque chose de façon cachée, que ça constitue une vie privée. Et en même temps, moi je pense qu'il est temps, avec le monde qui a évolué, de pouvoir désacraliser tous les concepts qui ont tendance à pouvoir rester dans un carcan médiéval. Le monde a évolué et on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui tel sujet est tabou. D'ailleurs pour la presse, aucun sujet n'est tabou. Tel sujet est tabou, qu'on dise qu'on ne doit pas toucher à tel symbole, on ne doit pas faire. Mais vous imaginez, on a eu dans la religion, on a eu à tourner en dérision, comme il a dit, Jésus-Christ. Bon, moi je dis, je ne veux pas présenter mon statut de chrétien, catholique, en disant que voilà, ce n'est pas bien tout ça. Mais si les gens, dans l'exercice de leur profession, ont décidé d'exprimer leur liberté par rapport à une certaine situation,
ben, quitte à eux d'assumer leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils écrivent. Mais il faut combattre le fanatisme. Depuis le XVIIIe siècle, avec Voltaire, avec tous les grands philosophes du temps, on a toujours combattu le fanatisme. Et le fanatisme religieux, on a vu les conséquences que cela a provoqué à travers le monde, avec les procès d'Édith de Nantes, en France notamment, avec les différentes dérives qu'on a connues dans les dissensions entre les religions. Et aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, il faudrait être au-delà du fanatisme et laisser cours à la libre expression, que chacun puisse dire ce qu'il pense, que chacun puisse l'exprimer. Si vous avez un autre moyen d'expression, exprimez-les, mais non pas par la violence. Il y a un journal grec qui a repris même certaines pages, je crois 2 pages du journal Charlie Hebdo, et pas grec, turc, mais la Turquie a 99% musulmane. Donc, ils ont repris 2 pages, avec notamment la caricature du prophète de Mahomet qui était bien visible dans le journal. Bon, il n'y a pas eu de violence, mais l'État turc a fait une mise au point. Une mise au point de façon responsable pour dire que bon voilà, ce n'est pas normal parce que c'est leur croyance. Là, eux aussi, ils ont fait passer leur message de façon libre, de façon transparente, de façon démocratique. Et c'est comme cela que l'être humain, qui ne doit pas être confondu à l'être animal, qui se manifeste par ses instincts, l'être humain ne doit pas se confondre à l'animal pour avoir des réactions grégaires, des réactions qui vont dans un sens un peu déraisonné et se donner à du fanatisme. Le fanatisme religieux a été toujours le socle de violence, le socle de barbarie et le socle de tous les abus. Et il faudrait au XXIe siècle qu'on en arrive à combattre ce fanatisme religieux-là et que toutes les religions puissent se soumettre à la loi universelle de la libre expression, de la liberté de presse et de la liberté de penser. Et c'est très important. Sinon, si on continue de donner raison à ces fanatiques qui disent qu'on doit interdire ceci, on ne doit pas dépasser les limites, on ne doit pas s'attaquer à un prophète, on ne doit pas caricaturer. Si on continue de leur donner raison, c'est que les assassinats, comme on a connu, les attentats, les barbaries, comme on a connu à Charlie Hebdo, vont se poursuivre parce qu'ils vont se dire qu'ils ont toujours raison de pouvoir le faire. Mais il faut leur exprimer qu'ils ont un autre moyen non violent, non barbare, de pouvoir exprimer leur opinion en répondant à ce qu'ils pensent qui les provoque. Il y a plusieurs manières de provoquer. Vous aussi répondez à ces provocations mais de façon pacifique, en préservant la vie humaine. Mahomet n'a jamais dit ôter la vie de l'autre. Mais c'est Dieu qui a créé, qui a donné la vie, c'est Dieu qui doit ôter la vie. Un être humain ne peut pas se lever délibérément et ôter la vie à son... C'est révoltant. Donc il faudrait que le fanatisme soit suffisamment combattu afin qu'on n'en arrive pas à des dérives. À des dérives, nous, 2 numéros pour nous joindre dans cette émission, 91 05 80 80. Je rappelle bien que ça doit être des SMS, pas de bip. 91 05 80 80, 97 25 86 86. Nous étions, Carlos, on reste un peu avec vous, en train de commenter la seconde baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Et malgré cette baisse ou cet effort du gouvernement, la plateforme Action contre la vie chère maintient ses 72 heures de grève. Et depuis hier, c'est la synergie des travailleurs du Togo qui également, mais on va revenir sur le cas de la synergie. On parle de cette baisse des prix et le maintien de la grève de 72 heures. Ok, merci. Tout d'abord, sur la question de la baisse des prix, les autorités togolaises ont toujours parlé de la vérité des prix. Et en aucun moment, on a eu à faire une démonstration assez claire sur la question de la vérité des prix, parce qu'aujourd'hui, le baril est à moins de $50. Alors que le prix du baril, le prix du carburant à l'époque est monté à 600 francs parce que le baril était à plus de $100. Mais aujourd'hui, que le baril est à moitié prix, on ne demande pas systématiquement aux autorités de baisser le prix à moitié prix, de moitié, mais de trouver une baisse raisonnable. Parce que quand on fait des gymnastiques où on diminue 10 francs, demain on diminue 30 francs et 15 francs, je crois que c'est de la gymnastique oiseuse qui n'a pas raison d'être. Mais néanmoins, il faudrait toujours saluer parce que c'est un effort qui a été fait. Si le gouvernement a décidé de diminuer le prix, parce que, il y a le prix du baril qui a diminué sur le marché international, et de 2, parce qu'il y a des mouvements qui mettent la pression sur le gouvernement pour baisser les prix, et que le gouvernement a répondu, ça veut dire que le gouvernement est à l'écoute de la population, et ils ont eu à faire cet effort-là dans ce sens. Mais il faudrait les encourager, d'abord,
encourager, pour ceux qui veulent les encourager, à faire encore plus d'efforts pour diminuer les prix. Et il faudrait que les organisations prennent leurs responsabilités pour en arriver, pas si c'est par la pression. Parce que nous savons que les gouvernants ont toujours cette témérité-là de ne pas répondre quand il n'y a pas suffisamment de pression. Et c'est quand on annonce des manifestations musclées, quand les discussions ont échoué avec les responsables, que voilà, on en arrive à céder à certaines doléances. Moi, je pense aujourd'hui que le prix du carburant a besoin d'être réduit de façon substantielle. Nous avons dit, mon ami Mohamed disait tout de suite au Bénin, et le prix du carburant, au Ghana à côté, les gens sont obligés d'aller acheter du carburant du Ghana pour venir revendre peut-être à 500 francs sur le marché. Vous combattez cette vente illicite, mais la meilleure façon de combattre l'essence frélatée, comme vous le dites, c'est de baisser les prix pour que les prix soient inférieurs à ce qui se vend au bord de la route. Mais si moi, je sais que à la pompe, le prix est à 500 francs et qu'on me propose un prix de 550 francs, je préfère aller à la pompe. Donc c'est une stratégie. Et en plus, quand les autorités disent aujourd'hui qu'avec cette baisse de plus de 50% du baril sur le marché international, on parle encore de subventions, mais je ne sais pas de quelle subvention on a de parler. Parce que... en tout cas, une subvention de 12 milliards. Les pétroliers ont suffisamment engagé de l'argent. Et ils ont acheté du baril à un montant qui était relativement bas. Et le prix a augmenté sur le marché. Les stocks qu'ils avaient, ils ont eu à vendre ces stocks-là cher. Ça veut dire qu'ils ont gagné des bénéfices. Donc il faut trouver les moyens tout simplement pour le gouvernement de réduire les multiples taxes qui ont été infligées au pétrole, au Togo. Il y a trop de taxes qui sont exorbitantes et il semble que ce sont les patrons pétroliers qui constituent des membres du régime, qui détiennent les stations d'essence, c'est encore eux qui peuvent bénéficier sur le dos des populations, ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi les responsables syndicaux ont le droit de revendiquer, de mettre la pression pour qu'on réduise encore au maximum le prix du carburant, conformément au prix sur le marché international. Et c'est comme cela qu'on tient compte de la volonté, qu'on cherche le bien-être de sa population qu'on est en train de diriger. Sinon, on va toujours se confronter à des pressions, à des manifestations, et cela n'autorise pas, ne favorise pas une stabilité sur le plan national. Voilà, cela ne favorise pas une stabilité sur le plan national. Avant d'aborder le grand sujet de ce débat qui est relatif à la question des réformes, nous allons scruter un tout petit peu la une du journal Temps Nouveau. Il y a un sujet très intéressant. On commence par le coup de gueule. À quand une vraie répression des crimes économiques au Togo? C'est interrogé le journal. Nous avons le directeur de publication qui est Ibrahim Acha avec nous. On aura plus de précisions tout à l'heure, mais l'autre sujet à la manchette, gaspillage, dilapidation et gabégie à l'OTR, avec la photo de Henri Gaperi et le titre Henri Gaperi revient très cher au pays. Ibrahim, qu'est-ce que votre journal nous dit par là? Non, c'est tout simplement une enquête que nous avons menée et nous sommes parvenus à avoir les chiffres que nous voulons, que nous y recherchons depuis fort longtemps. Mon confrère Carlos, ici présent, a eu cette témérité de demander à M. Gaperi combien il gagnait, puisque l'auteur a parlé de la transparence. Donc on veut être transparent, on doit jouer à la transparence à tous les niveaux. Et à tous les niveaux, il ne devait pas avoir de sujet tabou. Mon confrère n'a pas eu de réponse. Nous avons mené notre investigation et nous sommes tombés sur les chiffres vraiment ahurissants. M. Gaperi gagne 23 millions de francs CFA, ce qui voudrait dire qu'il gagne plus que le chef de l'État, il gagne plus que notre ministre de l'économie, sous la tutelle de qui il est, puisque vous savez que l'OTR est sous la tutelle du ministère des Finances. Et si M. Gaperi gagne plus que notre ministre, vraiment, en tant que patriote, en tant que Togolais, vraiment, je dois être blessé. Mais quand même, c'est sur la base de ses compétences. Il n'y a pas une question de compétence ici. Il s'agit d'une institution qu'on appelle l'OTR. Et l'OTR est sous tutelle du ministère des Finances. Et aucun fonctionnaire du Togo, aucun fonctionnaire de l'OTR ne doit gagner plus que le chef de l'État lui-même. Parce que l'OTR même, c'est quoi? C'est une coordination. Ce n'est pas eux qui sont à la tâche.
Ceux qui travaillent sont là. Il y a la direction des impôts qui est là, qui est en train de travailler. La direction des douanes qui est en train de travailler. Il y a les directeurs centraux là qui sont en train de travailler. L'OTR ne s'occupe que de la coordination. Si quelqu'un qui s'occupe de la coordination d'une petite boîte doit gagner plus que le chef de l'État qui coordonne toutes les activités du pays, mais c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on ait le courage de le dire. On n'est contre personne. Mais ce sont les anomalies là que nous sommes en train de combattre, de dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut rétablir les choses. Tu parlais de mon coup de gueule. C'est vrai, il y a eu vraiment il y a un pillage systématique des ressources du pays. Ça, il faut l'avouer. Il ne faut pas vraiment... Le chef de l'État lui-même a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources. Il y a des gens qui pillent les ressources du pays. Et ils évoluent dans une impunité, mais qu'on ne comprend pas. Mais vous allez voir, il y a des gens qu'on a fait des audits, on a remarqué que certains ont pillé de l'argent. Ils ont été simplement enlevés de leur pouce. On ne leur a même pas demandé de restituer les fonds volés, ou bien il n'y a pas eu de mesures disons, très dures de sanctions pour dissuader d'éventuels candidats à la corruption. Donc si tu détournes, tu pilles les ressources du pays, et comme sanction, on te licencie seulement. Mais les autres aussi seront tentés à faire la même chose. Tu pilles quand on te donne une certaine restriction. Tu pilles sérieusement, si c'est des milliards, tu amasses ça. Tu sais qu'un beau matin, on va seulement te licencier, tu retournes, tu jouis de ta masse que tu as amassée. Donc c'est pas bien. Je pense que c'est ça notre coup de gueule. Et le chef de l'État a promis sévir, a promis prendre des mesures immédiates. Je pense que, comme il avait dit, le fait de dire même que il y a une minorité qui s'accapare des ressources du pays. Le chef de l'État, je le dis toujours et je le dis souvent ici, ne s'est pas arrêté à l'étape du constat. Il a pris des mesures. C'est ça, l'OTR. Mais l'OTR aussi est en train saigner le pays. A commencé, est en train d'aller sur la ligne des boîtes bijoutivoires de notre pays. Et le chef de l'État, comme nous le savons, c'est quelqu'un qui ne fait pas trop du bruit autour de ses actions. Mais nous osons croire que si la presse dénonce, c'est un dérive. Et il est à l'écoute et il va prendre ses responsabilités pour que le pays ne sombre pas. Voilà, avant de retrouver Carlos pour commenter ce sujet, nous rappelons qu'à la une toujours de Temps Nouveau, il y a un autre article sur la situation politique au Togo, lettre ouverte d'un ancien député de l'opposition à Ban Ki-moon. Entre nous, Abbas Kabwa et ses militants entre guillemets invisibles en congrès ce 17. Marche républicaine à Paris, le monde entier est Charlie. Et enfin, le journal s'est intéressé à la Fédération togolaise de football avec Antoine Folly, peine à rassurer. C'est avec bien sûr la photo de l'ancien ministre Louis Carlos. Un mot sur la une du journal. Oui, ce dossier m'intéresse beaucoup parce que j'ai eu à aborder de façon vraiment détaillée depuis son arrivée l'Office togolais des recettes. Et j'ai démontré par A plus B avec des preuves assez claires que l'OTR est un monstre. L'OTR est plus corrosif pour l'économie. L'OTR n'a pas besoin de fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. Certes, on a besoin de réformer notre économie. On a besoin de combattre la corruption. D'ailleurs, il y a une commission anticorruption qui existait déjà au pays. Donc, il ne revient pas à un individu qui est ramené de quelque part pour venir redresser une économie nationale. Je ne sais pas. Et je suis sûr que la France ne peut jamais importer quelqu'un de l'étranger pour venir gérer son économie simplement économique. Je sais que les États-Unis ne vont jamais le faire. Je sais que le Bénin à côté ne peut pas importer quelqu'un, un expert de quelque part pour venir redresser son économie. Je sais que le Ghana ne peut pas le faire. Ça, c'est une dérive togolaise où on va prendre quelqu'un. N'est pas le premier pays qui on va le prendre... fait quand même. Oui, laissez-moi terminer. Je n'aime pas faire des démonstrations, bien des comparaisons négatives. Je fait des comparaisons en valeur absolue par rapport à une situation. Le Togo regorge de compétences, que ce soit à l'interne et à l'international extérieur. Cela veut dire que M. Gaperi, qui en plus n'est pas francophone, il ne comprend que anglais. Il traîne avec lui tout le temps, elle interprète pour le dire ceci, pour le dire ceci. Et vous savez que dans la traduction, il y a toujours des écarts. Et c'est lui qui vient maintenant s'imposer avec toutes ces grimaces. Oui, ma piscine n'est pas bien large, je ne peux pas rester dans cette ville-là parce qu'elle n'est pas suffisante. Avec toutes ces caprices, et au même moment, on vient de nous donner qu'il gagne 23 millions de francs CFA. Mais ça, c'est révoltant pour le Togolais, c'est révoltant pour l'intellectuel togolais, c'est révoltant pour l'économie, c'est le consultant togolais, qu'il soit
au Togo ou à l'étranger. Parce que moi, j'ai eu à poser cette question à plusieurs reprises, à toutes les occasions où j'ai eu à rencontrer M. Caperi. Je lui ai posé la question, monsieur, il y a une polémique autour de votre salaire. Combien vous gagnez? Il a toujours fait ce débat-là. J'ai eu à poser à son responsable chargé de la corruption. Je l'ai rencontré à l'ambassade des États-Unis, je suis allé à une conférence de presse à l'OTR et tout ça là. Je lui ai dit, monsieur le directeur de lutte anticorruption au niveau de l'OTR, combien vous gagnez? Parce que la transparence oblige qu'on puisse aussi dire, la charité ordonnée commence par soi-même. Parce que là-bas aussi, ils ont demandé aux agents de déclarer leurs biens. Ils ont demandé aux agents de déclarer leurs biens. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Gaperi a déclaré? Est-ce que M. Gaperi a déclaré ses biens au Rwanda et partout dans le monde avant de venir commencer à l'OTR pour qu'on puisse évaluer pour savoir que c'est depuis qu'il est arrivé à l'OTR qu'il a eu à faire tout là? Non. Donc, je pense que la façon dont l'OTR est acheminé dans toutes les politiques économiques au monde qu'on a connues depuis le 16e siècle, le 17e jusqu'à ce jour, une réforme ne vient pas enfoncer un secteur de l'économie. La réforme consiste plutôt à faire relever le secteur, à diminuer les dépenses et à engranger les partenariats pour que le secteur puisse se développer. L'OTR aujourd'hui, quand on a fait le bilan de l'année 2014, la douane était en faillite. Ça veut dire que les recettes qu'on a attendues au niveau de la douane n'ont pas été respectées, honorées. Au niveau des impôts, à la fin de l'année fiscale, on n'a pas eu à atteindre l'objectif des 400 milliards que Gaperi avait promis engranger pour l'économie. Et en plus, on puise dedans pour encore injecter dans des dépenses faramineuses liées à cet office. Je vais donner par exemple la construction du nouveau siège. M. Gaperi est déjà installé dans les locaux des domaines. Et il y a les locaux des impôts qui ont été construits à des milliards. Il y a les locaux de la douane. Mais M. Gaperi a exigé qu'on fasse un nouveau chantier, une construction du nouveau siège de l'OTR qui revient à 5 milliards de francs CFA à l'économie togolaise. Et cela se puise où? Ça se puise dans les recettes qu'on en fait. Alors, on va où? À cette allure, mais dans 5 ans, dans 10 ans, vous verrez que un beau matin, Gaperi va fuir ce pays. Et comme aujourd'hui, quand on est dans l'impunité et qu'on détourne de l'argent de l'État, on n'a pas des mesures dissuasives. On n'a pas pénalisé la corruption pour arrêter ces personnes-là et les jeter en prison. Mais au contraire, on les enlève tout simplement et on les garde. Cela veut dire qu'il va venir piller notre économie, il va venir semer la zizanie dans notre économie et il va partir sur la pointe des pieds. Ce qui n'est pas normal. M. Gaperi n'est pas pourvoyeur de marchandises au niveau du port autonome de Lomé pour que son arrivée puisse faire renflouer les marchandises au niveau du port. Les marchandises qui viennent toujours et lui, il vient seulement faire une coordination, donner une certaine expertise pour que certaines facilités... On pouvait le prendre à titre consultatif. Juste à titre consultatif. Donc, son arrivée ne peut pas automatiquement faire gonfler l'arrivée des marchandises au port, et ne peut pas faire gonfler les fiscalités, ne peut pas faire gonfler les droits douaniers. Ça, c'est impossible, c'est démontré de façon économique. Donc, aujourd'hui, nous savons que l'autorité a ses raisons, et ce qui est encore un peu marrant et inquiétant, c'est que l'OTR est aujourd'hui lié à une personnalité qui s'appelle Adji Otet Ayassor, le ministre de l'économie et des finances. Vous imaginez la pression que ce monsieur-là a mise pour que l'OTR puisse naître, la confiance qu'il y a mis vis-à-vis du chef de l'État et la détermination qu'il y met. Quand lui ne sera pas là, la débandade va recommencer, dans la mesure où l'instrument est lié à lui. Et c'est lui qui tient les manettes de cet instrument en complicité avec certaines personnes, sans doute qui ont des intérêts. Mais le jour où M. Ayassor ne sera plus au gouvernement, vous verrez qu'il y aura du chamboulement au niveau de l'Office togolais des recettes. C'est pourquoi le secteur économique est beaucoup pillé. Bon, je lisais tout de suite sur le net que le ministre conseiller Barquet est en disgrâce parce qu'on l'implique dans une affaire de détournement de 12 milliards au niveau de la BTCI. C'est pourquoi le chef de l'État veut le mettre au nouf. Bon. C'est des informations à prendre avec des pincettes, parce que tout ce qui circule sur le net n'est pas nécessairement vrai. Tout ça là. Mais on sait que dans
les différents postes occupés par les conseils d'administration, il y a toujours eu des facilités qui ont amené ce monsieur à être vachement riche. On compte quand même sur le chef de l'État. Il faudrait que le chef de l'État prenne ses responsabilités, aille très loin dans ces réformes, pour que ces réformes ne soient pas réduites à certains individus, à certaines personnes ou à des considérations politiques. Je m'en suis réjoui hier quand j'ai appris que le chef de l'État a eu à retrousser les manches d'un militant zélé, Akara, qui s'était levé dans une action où on était en train de poser la première pierre d'une usine, où ce monsieur a commencé par tirer à boulet rouge sur l'opposition, quand le chef de l'État lui a dit: monsieur, arrêtez, nous ne sommes pas en campagne politique et je ne vous donne pas l'autorisation de vilipender l'opposition comme vous voulez. Et le monsieur s'est éclipsé honteusement. Cela veut dire qu'au même moment, le chef de l'État sait que l'autre doit être respecté. L'adversaire doit être respecté et tous les Togolais doivent être respectés selon les principes du droit. Cela veut dire que quand quelqu'un est en défaillance, que ce soit au niveau des crimes économiques, au niveau du pillage, il faudrait que cette personne soit interpellée et cette personne soit présentée devant les tribunaux et condamnée en conséquence. Mais il faut toujours éviter de faire deux poids, deux mesures, et que certaines personnes restent impunies et qu'on continue d'engranger, d'amener certaines personnes qui pillent l'économie. Je crois que Gaperi n'est pas la bonne personne et l'OTR n'est pas administré comme il faut. Voilà. En tout cas, je crois que nous sommes en train jusque-là de commenter la une du journal Temps Nouveau qui s'est intéressée à ce sujet. C'est à 250 francs CFA, aussi bien que la une de l'Indépendant Express dans les kiosques. Ceci étant, Ibrahim, nous allons aborder le volet politique de cette émission qui concerne la question des réformes. C'est vrai qu'on l'a laissé en 2014, mais on est revenu avec en 2015 cette question des réformes, pas plus qu'hier. Les manifestations des ODDH et de CAP 2015 et partenaires sont poursuivies avec finalement de mauvaises tournures qui ont abouti à l'arrestation de certains jeunes. Nous allons vivre ce qui s'est réellement passé avec Maître Atta Zeus à Javon. Conducteur, Zeus à Javon. Unité nationale, je me dis toujours des arts. Tu vas dirigeant, tu vas On a discuté de la faisabilité de la marche que l'on a prévue depuis hier et qui a été avortée. Vous savez que le point de chute qu'on avait choisi n'a pas été l'endroit où nous avons chuté. Nous avons improvisé un point de chute. Nous voulions ce matin voir avec le ministre Baola qu'est-ce qu'il faut faire pour que de façon consensuelle, on choisisse le point de départ et le point de chute. Et pendant qu'on était en train de négocier, discuter avec lui, le ministre de la Sécurité a bouclé tous les points et a commencé à rentrer dans les gens qui étaient là-bas et a commencé à arrêter. Alors je me demande, est-ce qu'il y a... Je crois que nous sommes en fin de compte mis d'accord avec le ministère tutoriel pour qu'on recommence. Il n'y a que quelques coins réfractaires, si j'ose dire, quelques coins, quelques ouvertures où il est difficile que l'opposition s'exprime. C'est là où ça n'a pas pris du tout. Mais dans quand même la majorité des ouvertures, il y a eu des manifestations hier, il y en a eu aujourd'hui. Et nous sommes en train de nous organiser pour qu'il y ait davantage, pour pouvoir coordonner les choses à l'intérieur pour qu'il y ait davantage. Mais la tendance, c'est que nous avons eu des préfectures importantes comme Tchaoyo, où il y a eu une manifestation hier aujourd'hui. Nous avons eu des préfectures importantes comme Para, où il y a eu une manifestation, comme Mango, où il y a eu une manifestation, comme Séville, où il y a eu une manifestation et importante. Et donc nous allons tout coordonner pour que ça soit plus la prochaine fois et qu'il y ait plus de préfectures qui manifestent. Parce que comme l'Afro-Baromètre, le sondage, il a dit que c'est 85% de la population qui veut les réformes et que devant justement cette volonté de la population, de 85% de la population, on ne peut pas résister. Les jeunes ont été arrêtés ce matin et cet après-midi, alors qu'ils étaient en train de se rassembler, alors que j'avais dit au ministre Baola que j'allais aller leur parler, parce que on s'est mis d'accord avec le ministre Baola que je vais aller à l'heure de où ils sont pour leur parler, pour leur demander de partir et pour revenir le même matin. Voilà, vous venez d'écouter Maître Atta Zeus à Javon, qui est le coordonnateur de la synergie des organisations de défense des droits de l'homme, avant de retrouver Ibrahim avec pour un peu commenter l'actualité par rapport à cette question des réformes qui suscite des mobilisations du côté de l'opposition. Un auditeur qui dit: est-ce que la NCC, avec son intransigeance, il ouvre la voie à unir pour une fois
d'autant qu'ils n'ont pas de moyens. Voilà, Ibrahim, c'est un auditeur qui le dit. La question des réformes, qu'est-ce qu'on en dit finalement? Non, je disais, j'ai toujours dit sur votre plateau ici que la question des réformes doit se faire de façon consensuelle. Et quand on parle de réformes consensuelles, c'est que les gens doivent s'asseoir autour d'une table, discuter, faire des concessions qu'il faut. Parce que nous sommes dans un cadre où l'extrémisme ne paie plus. Et lorsque vous comportez en extrémiste, et sachez que votre interlocuteur aussi, à un moment donné, sera obligé de réduire sa position. Et quand on remarque que ceux qui devaient s'asseoir pour discuter ont pris l'option de l'extrémisme, du radicalisme, c'est qu'au finish, c'est le fiasco. On ne peut jamais aboutir à quelque chose de sérieux. C'est ce qui se passe actuellement. Et la question des réformes, on a bien dit que la loi dispose pour l'avenir. Et donc, avec ce qui se passe et tout ce qu'il y a eu comme tergiversation pour aller vers ces réformes, nous sommes arrivés aujourd'hui au niveau de deux partis. Ces deux partis ne sont pas signataires même de l'APG. Et c'est ces deux partis qui tiennent maintenant, s'il faut le dire, le destin de tout un peuple. Donc, vous voulez dire qu'ils prennent en otage le peuple togolais. UNIR n'était pas là à l'APG. L'ANC non plus n'était pas là à l'APG. Nous sommes maintenant arrivés à un tournant où c'est ces deux partis qui ont émergé et qui se comportent en partie très radicalisés et dont les gens ne veulent même pas s'accepter, les gens ne veulent même pas parler au nom du peuple togolais. Pourquoi je le dis? C'est parce que la question des réformes ne devait pas opposer les Togolais. Quand on parle de réformes, c'est une bonne chose pour les Togolais. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais seulement, il faut que les gens soient réalistes. Qu'est-ce que nous mettons dans ces réformes? Au niveau de UNIR, nous avons appris qu'ils disent qu'ils ne voudraient pas qu'il y ait l'histoire de rétroactivité de la loi. Et c'est vrai, en droit, la loi ne dispose que de l'avenir. Au niveau de l'ANC, ils disent que... De l'opposition. Autant pour moi, ils disent que non, le président Faure ne devrait plus avoir un second mandat, ne devrait plus aller un troisième mandat. Bon, quand nous sommes dans le contexte de notre constitution actuelle ne limite pas les mandats. Si on veut aller aux réformes, c'est qu'il va falloir que les gens sachent que nous voulons amorcer un autre virage. Et quand on veut amorcer un autre virage, il faut se départir de toutes les considérations et voir ce qui peut nous amener vers l'avant. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste, voir sur le terrain les forces en présence. Est-ce que, lorsque nous disons que celui-ci ne doit plus avoir un troisième mandat, est-ce que nous avons la majorité du peuple avec nous? Puisqu'on parle de la souveraineté appartient au peuple togolais. Et dans la Constitution, il a été dit qu'aucune catégorie de citoyens ne peuvent imposer leur désidérata à l'ensemble du peuple togolais. Ce qui voudrait dire que... Vous avez comme l'impression que c'est le cas maintenant? C'est le cas maintenant. Donc, ce qui voudrait dire que quand les partis là vont se retrouver, moi j'ai proposé, en tant que Togolais, puisque cela me concerne, qu'on mette le compteur à zéro pour tout le monde. Pourquoi je suis parvenu à cette résolution? C'est en me référant au cas sénégalais. Il y a eu un problème avec le troisième mandat de Abdoulaye Wade au Sénégal. Les gens, il y a eu des manifestations monstres. Les gens sont morts. Mais au finish, les politiciens se sont entendus, se sont dit que non, il fallait que Wade aille aux élections. On ne peut pas empêcher Wade d'aller aux élections. Mais quand l'opposition s'est organisée, les gens ont travaillé. Au finish, Wade a perdu les élections. Pourquoi au Togo, les gens confondent certaines choses? Le fait que Faure puisse se présenter encore à l'élection présidentielle ne dit pas automatiquement qu'il a ce mandat. En tout cas, on a assez compris. Avant de retrouver Carlos pour son point de vue sur la question, un message sans commentaire. Je suis Chaban, merci pour votre émission. En un moment donné, surpassons les limites de nos religions. Le Coran ni la Bible n'ont jamais interdit les caricatures. Ce n'est qu'une doctrine humaine. Or, la doctrine humaine est prohibée par les saints livres. Caricature, c'est du rire simplement. Merci et bonne émission à vous au nom du prophète. Voilà, merci donc à notre ami Chaban, c'est sans commentaire. Oui, Carlos, par rapport au développement de Ibrahim sur la question des réformes. Merci beaucoup. Et moi, ce qui est évident, l'évidence que moi j'ai, c'est que les réformes se feront au Togo. Les réformes se feront d'une façon ou d'une autre, mais l'allure que cela prend, quand mon confrère parle de radicalisme, c'est vrai, il y a un radicalisme aux deux niveaux, où les uns et les autres ne veulent pas céder par rapport à la situation. Mais le gouvernement togolais n'a pas le choix. Le régime UNIR n'a pas le choix.
il fera les réformes parce que c'est la majorité des Togolais qui l'exigent, parce que c'est pour le bien-être de la nation, parce que les diplomates au niveau de la communauté internationale pensent que pour accéder à l'état de droit et de démocratie au Togo, il faudrait nécessairement passer par ces réformes. Et les réformes ne sont pas tombées ainsi nihilo, les réformes ne sont pas tombées de nulle part. Les réformes constituent un engagement que les acteurs politiques ont pris en 2006 sur la question politique à l'issue d'un dialogue. Cela veut dire qu'un engagement que les acteurs politiques ont pris, qui doit acheminer cet engagement-là, c'est le gouvernement. Donc, si aujourd'hui, il y a certains tenants classiques du pouvoir qui, à une conférence de presse, je veux parler par exemple de Christophe Tchao, qui dit que non, et les discussions sont bloquées, donc ils n'ont qu'à mettre de l'eau dans leur vin pour que nous débloquions la situation. Je pense pas que c'est ça qui puisse résoudre le problème. Sur le cas sénégalais, j'ai discuté le coordonnateur du mouvement Yanamar, il était venu chez moi la dernière fois quand il est arrivé à Lomé, Fadel Barro, et on a échangé un peu sur la façon dont il y a eu des mutations, il y a eu le changement de mentalité pour qu'on en arrive à l'alternance au Sénégal. Quand il m'a présenté le topo, je lui ai tout de suite dit que les choses ne sont pas les mêmes au Sénégal comme au Togo, dans la mesure où, le Sénégal n'a pas vécu sur une dictature comprador à l'échelle de Gnassingbé et Adema qui a fait 38 ans et tout ça, où on a connu un régime militaire. Et le Togo, c'est ça. Au Sénégal, quand il y a une personne qui tombe au cours des manifestations, c'est un grand scandale et l'autorité publique, que ce soit le chef de l'État, le Premier ministre et tous les autres acteurs, sont engagés à pouvoir expliquer et à défendre cela, alors qu'au Togo, 500 personnes sont tombées et ça n'a pas ému, du moins un certain nombre d'acteurs. Donc, les manifestations que Yanamar a organisées au Sénégal avec les jeunes qui ont pris en main le destin, qui ont pris la place des leaders politiques pour exercer la lutte sur le plan de pression au niveau du gouvernement, cela ne peut pas se faire ici dans la mesure où la répression est systématique. Il y a les gaz lacrymogènes, on procède à des arrestations comme on le fait actuellement, et quand on voit que les gaz et les arrestations n'arrivent pas à avoir raison de ces jeunes et de ces manifestants, on sort les kalachnikovs, comme on a connu en 2005. Cela veut dire que c'est une situation disproportionnée. On ne peut pas faire de comparaison entre ce qui s'est passé au Sénégal et ce qui s'est passé au Togo, parce que la réalité du Togo est tout autre. Mais à côté, pour engager des réformes, il ne faut pas avoir l'intention de faire des réformes autour d'un individu ou autour d'une situation présente. Les réformes politiques liées à la loi, que ce soit institutionnelle et constitutionnelle, ont une finalité. Et c'est pour essayer de redresser une situation à l'échiquier national. Ça veut dire que ça concerne le Togo, ça concerne l'aspiration à un état de droit et de démocratie. C'est pourquoi je m'étonne quand certains disent il faut mettre le compteur à zéro pour que telle personne puisse se représenter encore, il faut faire ceci pour que telle personne ne puisse pas se représenter. Je trouve qu'on joue à la comédie. Et il faudrait revenir sur terre, il faudrait consulter les experts en constitution, les experts politiques, pour qu'ils puissent leur dire que la finalité de la loi en matière politique, c'est pour l'intérêt de la nation. Si aujourd'hui on s'engage de façon neutre dans l'opération de ces réformes et que ça frappe quelqu'un, bon, c'est un accident de parcours, comme on le dit. C'est un accident de parcours, ce n'est pas la personne qui est visée. Cela veut dire que en 2006, en signant l'accord politique global avec tous les acteurs, on ne se disait pas qu'en 2015, Faure Gnassingbé devait être exclu. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'il y aura un parti politique qui va être créé, qui va s'appeler l'ANC, qui va aspirer au pouvoir et qu'on sera obligé d'organiser cette alternance que pour Jean-Pierre Fabre prenne la tête du pays. On n'a pas dit ça. Donc on avait ça de façon beaucoup plus neutre et il faudrait engager les discussions et les réformes. Tout cela dans un sens neutre pour que toute personne qui sera frappée, qui aura subi un dégât collatéral par rapport à ces réformes-là, l'accepte. C'est comme cela que doivent se passer. Il faut départir des considérations
Fanatique, moi j'ai toujours combattu le fanatisme. Ce que Christophe Tchao fait, c'est du fanatisme, c'est du zèle inutile. Ce que certains militants peut-être de l'opposition font en allant indexer peut-être une personne, c'est également du zèle. Il faudrait se départir des personnalités et engager la lutte dans les réformes dans un sens beaucoup plus professionnel, dans un sens logique, dans un sens neutre, pour que le Togo puisse gagner et non des partis politiques ou bien des individus qui soient l'objet au centre de ces réformes. Voilà, donc je crois que c'est cela qui a poussé le président des États-Unis, Obama, à dire que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Ceci étant, nous allons refermer malheureusement cette émission puisque le temps qui nous est imparti est complètement épuisé, et ce sera avec ce dernier message sur les 91 députés. ANC n'a que 16, le reste fait 75, ce qui fait 4/5 plus. Donc les réformes peuvent se faire sans l'ANC. En tout cas, c'est un auditeur qui le dit. Non, merci à c'est son opinion. Voilà, merci à Carlos Ketou. Et merci également à Ibrahim Acha, merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. C'était votre émission Grand Jury, le numéro 2 de l'an 2015. Bien de choses à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.